Aujourd'hui, on va parler matériel et on va parler d'un matériel qui est extrêmement important pour ceux qui font de la peinture, c'est-à-dire les pinceaux. Alors, on va parler aussi des couteaux, mais on va principalement parler des pinceaux parce que j'utilise les pinceaux, j'utilise pas beaucoup les couteaux, donc je ne peux pas vous faire un retour d'expérience. Je peux vous donner la théorie, en gros, ne pratiquant pas réellement les couteaux. Je vais pas vous faire un retour d'expérience sur quelque chose que je ne fais pas. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a différentes sortes de pinceaux, il y a différentes sortes de poils utilisés, qui ont des particularités différentes, ce qui les rend intéressants des fois d'en avoir de plusieurs sortes. Par contre, ils sont pratiquement toujours faits de la même façon. Ce qui change, ce sont les matériaux, par exemple pour le manche, etc., etc. Mais bon, ça on va voir. Comme d'habitude, il y a les fiches récapitulatives dans la description. On va approfondir un petit peu plus les fiches de révision tout à l'heure. On va voir les différentes sortes, on va voir comment ça s'applique sur le papier, je vais vous montrer. Alors, j'ai pris un papier multitechnique pas préparé du tout. Parce que là c'est juste pour vous montrer un petit peu les différents effets. Par contre, il y a un pinceau que je n'ai pas, que je n'ai plus, qui est le pinceau éventail, mais on va quand même en parler. Donc on va voir, là il y a à peu près tous les pinceaux sauf l'éventail, enfin toutes les sortes de pinceaux, hein, parce que j'ai pas tous les pinceaux qui existent dans l'univers, mais je vous ai fait un éventail pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver. Il y a des pinceaux qui peuvent être utilisés pour des techniques à l'eau et des techniques la peinture à l'huile. On peut utiliser les mêmes pinceaux pour beaucoup de techniques. C'est juste qu'ils ont des caractéristiques qui vont changer et qui sont très importantes à prendre en compte. Par exemple, le lavis, il est parfait pour les techniques à l'eau, mais si vous y allez avec la peinture à l'huile qui sort juste du tube, vous allez galérer, vous allez juste abîmer le pinceau. Donc là, il y a un exemple aussi. Les pinceaux en poil naturel et les pinceaux en poil synthétique. Alors, les pinceaux en poil synthétique ont bien progressé depuis que on s'en fait un petit peu plus pour la cause animale. Donc là, ces dernières années, les pinceaux synthétiques ont beaucoup évolué et c'est beaucoup plus intéressant qu'avant d'en prendre. Alors là, on a du pinceau synthétique et on a du pinceau à poil naturel. Et là, on voit une des grosses différences entre les poils synthétiques et les poils naturels, c'est que à la base, ce pinceau avait la même forme que celui-là. Je n'ai pas fait grand-chose, mais à force d'être plongé dans l'eau, ça gonfle. C'est des poils, donc c'est comme nos propres cheveux. Et à force, eh bien, ils s'abîment. Comme vous voyez, quand on les met dans l'eau, donc quand on les met dans l'eau, les poils se redisciplinent un petit peu. Et là, c'est un libido et on ne voit pas trop la différence sur le synthétique, alors qu'on voit plus la différence sur le naturel. On dit même qu'il y a le test de l'eau. Si un pinceau est en poil naturel ou en poil synthétique, vous le plongez dans l'eau et les poils synthétiques vont rester dans la même forme, alors que les poils naturels vont vont bouger un petit peu plus. Alors pour tous les pinceaux, on les trouve en différentes tailles, hein. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous ai mis différentes tailles. Donc là, c'est pareil, on voit bien la différence entre les poils naturels et les poils synthétiques. Pour savoir vraiment la taille réelle en centimètres ou en millimètres, faut regarder les tableaux des marques, parce que chaque marque a sa façon de noter. Un vin Symbiose ne sera pas forcément un vin Léonard. Bon, généralement, c'est un mauvais exemple, parce que cela, en général, c'est vraiment la taille, la largeur de la touffe. Par exemple, pour ceux-là, ils vont pas forcément tous être notés pareil. Il faut vraiment faire attention. Surtout si vous ne faites que de la commande internet. Donc, je vous présente un petit peu ces différents pinceaux. Alors, du coup là nous avons les pinceaux calligraphie. Ici nous avons des poils de bambou. Et ici nous avons des poils naturels, mélangés je crois avec des poils synthétiques. Les pinceaux calligraphie, contrairement aux pinceaux peinture normale, n'ont pas de la variole. Les manches peuvent être en bois, en plastique, en porcelaine, en corne, en peu tout. On s'en fiche un peu. Enfin, ils peuvent être en plein de matériaux différents qui, eux, par contre, vont influencer la texture, le toucher, mais ils vont pas influencer réellement la peinture. Ça va être plus la forme, la longueur, que en quoi ils sont faits. Voilà, donc là nous avons la calligraphie, les pinceaux à calligraphie. Ici nous avons le pinceau le plus utilisé, le plus connu, c'est le pinceau rond.
Ensuite, nous avons le pinceau bombé usé ou le pinceau plus connu sous la langue de chat. Ici, nous avons le traceur. Alors, ces deux-là, ce sont les plus utilisés avec le plat qui est juste ici. Donc, le pinceau plat. Un vrai bon petit carré. Ensuite, du coup, on a les pinceaux traceurs. C'est comme les pinceaux ronds, vous voyez, sauf que les poils sont plus longs. C'est plus souple, mais ça, Ici, nous avons les pinceaux Lavis. Ici, nous avons les splatters, les pinceaux splatter. Et ici, on a la brosse. Alors, entre la brosse et le splatter, vous voyez, c'est surtout la différence d'épaisseur qu'on va avoir. Il y a ensuite les pinceaux réservoirs. Alors, comme son nom l'indique, il y a un réservoir. On peut les acheter comme ça, où le réservoir est vide et du coup, on met ce qu'on veut à l'intérieur. Moi, je vous conseille plutôt de mettre de l'eau. Parce que si vous mettez de l'encre, le problème, c'est qu'après, ça va rester un petit peu dans les poils. Il faut vraiment, vraiment bien nettoyer son pinceau. Chose que j'ai pas fait au début quand j'en ai acheté. Et du coup, cette zone, l'encre va rester à l'intérieur, elle va colmater. Après, l'eau ne sort plus. Ce qui est un petit peu embêtant pour un pinceau réservoir. Par contre, même si cette zone ne fonctionne plus, on peut toujours utiliser le pinceau de façon normale. Voilà. Il y en a qui sont vendus directement avec la peinture à l'intérieur. Donc là, il y a cette version-là, que c'est vraiment quand on va appuyer que ça va sortir. Voilà. Et il y a cette autre version-là, que c'est pareil, c'est en appuyant que ça va sortir. Ensuite, nous avons les couteaux. Alors les couteaux, ils sont ou coudés ou plats. On peut les trouver en plastique ou en bois et en métal. Après, des fois, le manche, il peut être fait en autre chose que du bois. Hein, mais, alors les couteaux, même si ça se voit pas trop ici, sont très faciles de nettoyage. Il faut quand même essuyer, parce que sinon, il faut gratter. Sinon, il faut juste les essuyer pour éviter de les retrouver dans cet état-là. Mais en entretien, les couteaux sont quand même beaucoup plus faciles que les pinceaux. Voilà, donc là, je vais vous montrer les applications. Je prends une feuille. Donc, on va commencer par le calligraphie. Donc, si vous regardez mes shorts de la peinture du jour, vous devez bien connaître ce pinceau. Alors, généralement, je mouille avant, histoire qu'il soit déjà bien imbibé. J'essuie sur un sopalin et je passe dessus. Donc ici, nous avons le pinceau. Bon. Alors, généralement, celui-là, j'utilise pour l'huile. Mais... Alors, je vais montrer avec avec un peu de peinture à l'huile. Je vais en mettre un peu du liquide. Parce que sinon, c'est pas hyper représentatif. Ah, donc justement, mon utilisation principale des couteaux, c'est celle-ci. Vous voyez, les couteaux, ils peuvent faire ou pour les aplats, ou pour récupérer, ou faire une ligne. Et pour le nettoyer, on essuie. Et c'est fini. Des fois, ça fait un petit peu... Là, en faisant comme ça, on peut faire un petit peu le dégradé avec d'autres couleurs. Donc ça peut aider aussi à faire du dégradé. Pour l'instant, je ne fais que l'essuyer pour enlever le trop plein de couleurs. Ensuite, on a le pinceau plat. Le pinceau usé. Il est bon pour les aplats, pour les dégradés. Il permet également de faire des lignes. Vous voyez, les lignes sont quand même assez fines. Bon, on peut faire des un petit peu plus épaisses selon comment on appuie sur le pinceau. Okay. Ensuite, on a le pinceau plat. Là, on a vraiment le carré. On a vraiment les angles droits. On peut faire également des traits qui vont être un petit peu plus épais qu'avec la langue de chat. Après, ça peut dépendre aussi du pinceau. Hein, mais bon, généralement, ils vont quand même être un petit peu plus épais. Alors, le traceur. Le traceur, lui, il est vraiment là pour des lignes, des petites lignes. On peut faire des lignes un petit peu plus épaisses, mais il est vraiment là pour avoir de la souplesse dans les mouvements. Et c'est pareil, on peut l'utiliser. C'est vraiment pour les petits détails. On peut
permettre de mélanger un petit peu des couleurs, mais ça va être vraiment très très précis comme effet. Pinceau Lavis. Alors les pinceaux Lavis, c'est très très bien pour... Vous voyez, on peut faire des grands aplats, on peut faire des lignes un peu plus grossières. C'est parfait pour les dégradés. Par contre, si on veut l'utiliser pour la peinture à l'huile, ça va être plus compliqué. Il va falloir vraiment que ce soit pour les glacis. Là, comme vous voyez, c'est pas terrible, terrible. Le splatter. Alors lui, c'est vraiment pour les aplats. Des aplats qui sont proches du pinceau plat. Mais qu'on peut avoir plus de quantité de... On peut avoir plus de quantité de peinture à l'intérieur. Et en même temps, ils sont généralement plus larges, ce qui permet de faire des vrais aplats de couleurs. Et on peut faire des dégradés aussi. C'est très utile pour les fonds, par exemple. Là, on va avoir la brosse qui, elle, c'est vraiment les gros aplats, les gros mélanges. Ensuite, on a les pinceaux réservoirs. Voilà. Là, ça a déposé de l'eau, mais ça se voit pas. Et je reviens avec ce pinceau-là. Comme vous voyez, on peut prendre la couleur pure ou on peut la diluer avec de l'eau. Ce qui peut être assez pratique pour la peinture en extérieur. Alors, ceux-là, je les aime bien, parce qu'ils n'ont pas bougé. Ça fait des années que je les ai, il n'y en a aucun qui a moisi. Mais celui-là, c'est un des rescapés. Et je l'ai acheté l'année dernière, l'été dernier. Après, on peut revenir avec de l'eau. Après, moi aussi, j'aime bien utiliser des couleurs plus diluées. Donc, je préfère généralement prendre sur la mine et déposer, histoire que ce soit... Ça agresse moins le papier faisant un faire comme ça. Et ça permet d'avoir directement des couleurs plus diluées. Alors, pour le nettoyer, là, je le nettoie de suite. Enfin, je commence de suite. On appuie sur le manche pour faire sortir plus d'eau. Et ça y est, il est propre. Bon, là, il n'y avait pas beaucoup de peinture dessus, donc ça va, il faut pas beaucoup d'eau. Mais quand il y a plus de peinture, ou quand on le met justement la peinture dans le réservoir, là, pour le nettoyer, il faut y aller un petit peu plus. Un petit peu plus. Voilà. Pour le couteau plat, comme vous voyez, c'est pareil. On fait plein. On peut faire des traits. Alors les couteaux vont utiliser bien sûr plus de peinture, plus de quantité de peinture que les pinceaux. Les couteaux, c'est plutôt de la sculpture. Ça s'apparente un petit peu plus à de la sculpture de peinture ou de plâtre. On n'est pas obligé, on n'est pas forcé de rester que dans la peinture avec les couteaux. On va vraiment sculpter la matière. Donc je range mon petit attirail et on va parler justement du nettoyage des pinceaux. Alors le nettoyage des pinceaux, on peut avoir ceci. Donc on peut avoir un nettoyant pour pinceau. Comment dire que non. Moi pour moi ça c'est non. Par contre, moi j'utilise ce savon là. C'est le savon de Marseille liquide. Alors vous pouvez directement prendre le pavé de savon et brosser sur le pavé. Moi je préfère le faire avec le liquide. Voilà. Parce que je trouve que avec le liquide on peut venir un petit peu comme ça dans les poils. Alors que quand quand on le brosse au pavé, je trouve que ça abîme plus facilement les poils, surtout les synthétiques. Pour quand c'est de l'encre ou de l'aquarelle, il faut bien les rincer. Le savonnage n'est pas forcé. Il peut y être de temps en temps, mais franchement, c'est pas obligatoire à chaque fois. Par contre, le savon de Marseille ou le savon noir ou les savons à l'ancienne, un peu comme ça, sont très très bons. Je les préfère aux produits d'entretien chimiques qui franchement sont assez agaçants parce que ça pue, ça rajoute des produits chimiques pour rien et ça va pas forcément mieux nettoyer. Il y en a qui ne nettoient pas forcément leur pinceau entre chaque session de peinture.
c'est pas forcément une obligation, c'est plutôt, enfin je le recommanderais plutôt, surtout si comme moi vous utilisez le liquin. Si vous utilisez le liquin, je vous conseille de le nettoyer à chaque fois. Parce que comme le liquin il va sécher très vite, vous n'allez pas remettre du produit rapidement. Enfin, vous n'allez pas remettre du produit à temps, on va dire, pour que ça ne sèche pas. Alors que si vous faites vraiment le gras sur maigre avec l'huile de lin et tout ça, là vous pouvez mettre, si vous peignez tous les jours, machin, si vous mettez pas trop de temps entre chaque session de peinture, vous pouvez ne pas les nettoyer, mais bon, personnellement, je préfère les nettoyer quand même. D'abord, je les essuie et ensuite, je les lave pour vraiment enlever le plus possible de matière, parce que ça sert à rien de les frotter pendant 3 heures si en enlevant la matière, on a besoin de les frotter que 5 minutes. Et encore, et encore. Je les nettoie plusieurs fois. Je nettoie plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit bien claire pour bien vérifier que ça soit bien nettoyé, qu'il n'y ait pas de peinture, pour que la peinture ne s'agglomère pas en séchant. Et on n'oublie pas que les pinceaux, après il faut bien leur redonner leur forme, et en séchant il faut les mettre ou à plat, ou le mieux c'est suspendu dans ce sens-là. Et on évite absolument ce sens-là, parce que ce sens-là c'est le sens qui justement fait que l'eau va rentrer dans la virole et va détériorer les pinceaux plus rapidement. Donc ça sert à rien d'avoir des pinceaux super propres s'ils tiennent pas sur le manche. Voilà. Je vous amène avec moi à l'évier pour les nettoyer. Donc, après les avoir nettoyés avec ce produit, on nettoie l'évier de suite, hein, après. Avec un sopalin ou avec un chiffon, un torchon, une serviette, ce que vous voulez qui soit un minimum absorbant. Je viens en appuyant, en pinçant un petit peu les poils, récupérer le plus d'eau possible et je redonne la forme au poil. Je redonne la forme du pinceau à peu près. Voilà, comme ça il va sécher et il va reprendre bien sa forme. En général, je fais du plus petit au plus grand. Voilà. Donc, ça, je vais les mettre à sécher à plat. Chose aussi qui peut être assez bien, à savoir, c'est que des fois les poils, alors j'ai que cet exemple, mais des fois les poils ils vont durcir si ça n'a pas été bien nettoyé. Alors, avant d'essayer de les jeter, vous avez la solution de les mettre, de faire bouillir du vinaigre et dans la casserole qui est en train de bouillir, de faire comme ça avec le pinceau. Sinon, il y a la solution de la brosse pour Poubé Barbie. C'est-à-dire, à un moment, lui, il était extrêmement sec. Il était vraiment tout sec et j'ai cru que j'allais devoir le jeter, ce qui fait un petit peu mal aux fesses étant donné le prix des pinceaux. Et en fait, en venant brosser le pinceau comme ça, hop, petit à petit, j'ai réussi à peigner simplement le pinceau et ça a permis que ça ne soit pas aussi dur. Je vous mets là la première fiche récapitulative et on va en parler. Donc là, on va avoir le pinceau. Le pinceau, il a la partie du manche, plus ou moins court. Si on met les doigts là, ça va être plus précis. Si on met les doigts là, ça va être plus quand on est en arrière de l'œuvre. Souvent, ça va être sur la toile va être sur un chevalet, parce qu'on veut avoir un certain recul, alors que là, on va être vraiment bien concentré, bien proche et bien précis. Donc, nous avons le manche. Le manche, il peut être en bois, il peut être en plastique, il peut être en n'importe quoi. Ensuite, on a la virole. Alors, la virole, c'est la partie métallique ou en plastique. Alors, en plastique, elle va être plutôt comme ça. Elle va être maintenue par des fils de fer, alors que là, elle est en métal, elle est plus pressée. Installée comme ça, il y avait aussi la version avec des plumes, avec la partie dure de la plume. La virole, elle sert à bien maintenir ensemble la touffe, qui est la partie des poils, et le manche. On dit que la virole, c'est la pièce maîtresse d'un pinceau. Elle peut être donc du coup en plume d'oie, en métal ou en plastique. Bon, la plume d'oie, maintenant, c'est pour les pinceaux un peu plus haut de gamme. Maintenant, on va trouver beaucoup en plastique ou en métal. Mais ça va être beaucoup en métal. Elle maintient la touffe dans l'axe du manche.
le métal comme matière parce que du coup ça permet d'avoir un manche plus ou moins épais sans aucun problème. Ça va être plus problématique pour cette version d'avoir un manche épais et de bien maintenir la touffe. Et en fait la forme, sa forme, si elle est plate ou si elle est ronde, c'est ça qui va déterminer en fait si on dit que c'est un pinceau plat ou un pinceau rond. C'est cette forme là et pas la forme du haut. C'est pas la forme de la touffe, c'est vraiment la forme de la virole. Donc, la touffe, les poils, voilà, c'est l'ensemble des poils qui sert donc pour appliquer la peinture, comme on s'en doute pas du tout. Elle est maintenue, alors on le voit pas parce que c'est à l'intérieur, mais elle est maintenue par des fils ou de la colle, ou les deux. Du coup, ça c'est la composition du pinceau. Ensuite, on va parler des caractéristiques. Les caractéristiques, ça va nous permettre de bien connaître les pinceaux, de savoir lesquels on préfère utiliser à quel moment et avec quelle technique. La résilience, ça va être la durabilité du pinceau. C'est sa capacité à garder sa forme dans le temps. Par exemple, ces deux pinceaux sont les mêmes pinceaux. La seule chose qui change, non même pas, c'est la même taille, c'est le même pinceau, mais à des époques différentes. Bon là je viens de le laver, donc il est un peu... voilà. Mais vous voyez la différence. Rien de mieux que l'illustration pour voir la différence. Et c'est vraiment les mêmes, hein. C'est les Symbiose 14 de chez Raphaël, c'est exactement les mêmes, mais à des époques différentes. Donc il y en a un qui, pour l'instant, n'a pas encore connu les mêmes tracas que l'autre. Sachant que l'autre, je savais un petit peu moins entretenir mes pinceaux, donc il n'a vraiment pas eu de chance. Donc ça c'est la résilience. Ensuite il y a la capacité de rétention. Par exemple, ces deux pinceaux là ne vont pas du tout avoir la même capacité de rétention d'eau. La capacité de rétention d'eau, c'est donc du coup la quantité qu'ils vont pouvoir garder en réserve, qui va être plutôt à ce niveau-là. Plus la capacité va être bonne et moins il y aura besoin de recharger. Donc un pinceau à lavis aura toujours une meilleure capacité qu'un pinceau rond. Ensuite, on a la nervosité. Alors le mieux c'est de montrer à l'écran. Alors, par exemple, ces deux pinceaux-là ont des nervosités totalement opposées. Lui, on ne peut pas trop le déformer, alors que le traînard, le liner, ça, on peut le déformer sans aucun problème. C'est ça qui va illustrer la nervosité. Alors la nervosité, par exemple, les poils synthétiques, on dit qu'ils sont plus nerveux que les poils naturels. On dit que les pinceaux nerveux, ils aident à mettre un petit peu plus d'expressivité dans la peinture. Donc, il y a la nervosité. S'il y a la nervosité, il y a aussi la souplesse. Alors, la souplesse, ça va être la souplesse du poil. Ça va dépendre de quelle sorte de poil c'est. Les poils les plus rigides, ces poils-là, ils vont être plus pour l'huile et l'acrylique. Et les poils qui vont être plus souples, pour le lavis, ça va être plus pour l'aquarelle. Mais c'est vraiment le poil en lui-même, là. Alors que tout à l'heure, c'était la touffe dans sa globalité. Ensuite, il va y avoir la précision. Alors, la précision, ça va dépendre de la pointe du pinceau, ce qu'on a vu juste avant, de la forme du pinceau. Ça va vraiment dépendre pour la précision qu'on attend. Et donc, il y a la forme qui va influencer la façon d'appliquer la peinture, la technique qu'on va utiliser. On ne va pas utiliser les mêmes formes avec les mêmes techniques. Et les effets peuvent changer. Du coup, la forme, elle aide à changer l'effet qu'on va donner, si on veut plus un aplat, si on veut plus un point, si... Vraiment, c'est ça qui va dépendre. Et il va y avoir la largeur également de la touffe. Là, vous allez avoir du coup la largeur qui va influencer. Donc, il n'y a pas de taille standard, comme je disais. Il n'y a pas réellement de taille standard. Chaque marque a son tableau de taille, ce qui est extrêmement pratique des fois. Et donc, bien entendu, la taille, elle va influencer comment ça va se comporter quand on va appliquer la peinture sur la toile, selon justement la dimension, la largeur de la touffe. Voilà. Ensuite, on va voir les différents types de poils. Donc, les différents types de poils. Les poils naturels ne vont pas se comporter de la même façon, par exemple, que les poils synthétiques. Je vais vous présenter les différentes sortes les plus utilisées. Sachant qu'on a plein. Il y a le mouton, il y a le poney, il y a un petit peu de tout. Mais ce qui est le plus utilisé en peinture, surtout en peinture à l'huile et en peinture
aquarelle. Comme vous voyez sur la fiche, je vous ai mis les caractéristiques complètes de chaque élément du pinceau, du poil. Donc ça c'est du martre. Du martre ou martre rouge, du coup on peut l'utiliser pour le détail, les glacis, c'est très prisé. C'est un petit peu le poil polyvalent on va dire. On peut le mettre dans beaucoup de formes différentes, donc on va le retrouver avec des pinceaux ronds, des pinceaux UC bombés. On le trouve vraiment beaucoup dans les boutiques. Ensuite on va avoir du blaireau. Bon j'en avais un mais je trouve pas. Donc nous avons le blaireau, ou l'écureuil russe, le petit gris, le kazakh. Ils sont parfaits pour les lavis, excellente capacité de mélange. Donc il va s'apparenter à ça. Et ensuite on a le porc. Le porc est beaucoup utilisé pour les pinceaux en poil naturel, pas plus bas de gamme mais un peu quand même. Ça va être utilisé quand même pour avoir des pinceaux très rigides, contrairement au martre où on va vouloir un petit peu plus de souplesse. Donc ensuite dans les synthétiques nous avons le nylon. C'est un peu imitation martre quoi. Ça va être le nylon, ça va être le plus économique, c'est ce qu'on va le retrouver le plus dans les poches avec plein de pinceaux, par exemple pour les enfants, pour la peinture au primaire collège. Ça va être plutôt dans du nylon. Ensuite on va avoir le taclon qui est plus pour l'aquarelle, qui est résistant aux produits chimiques et qui est fait pour une imitation blaireau, alors que le nylon il est fait plus pour une imitation martre, et le polyester qui lui va être bien pour l'utilisation de peinture épaisse. Il tient bien en forme et ça va être celui qui a la meilleure résilience. Alors je vous donne les préconisations que j'ai trouvées poil peinture. Donc pour l'huile on va utiliser le martre, le porc, le nylon et le polyester, parce qu'on veut que ça soit des poils qui soient assez souples mais qui prennent quand même une bonne quantité de peinture pour éviter de passer son temps à reprendre de la peinture tout le temps, ce qui peut être assez agaçant, surtout en technique un petit peu épaisse. Ensuite, pour le glacis, on va garder le martre et le nylon, mais on va rajouter le blaireau et on va enlever le polyester et le porc, parce que le polyester et le porc sont trop rigides. Mais en même temps, on veut qu'il y ait une bonne rétention, donc on va prendre le blaireau et le nylon. La martre ayant une bonne qualité de rétention mais étant assez souple et polyvalent, on va le garder également pour les glacis. Ensuite il y a l'acrylique. Alors l'acrylique, il y a le porc, le nylon, le taclon et le polyester. Je ne vais pas plus discuter sur l'acrylique étant donné que je ne la pratique pas parce que je ne l'aime pas. Ensuite on a l'encre et l'aquarelle. Ces deux techniques ayant les mêmes besoins au niveau matériel, je les regroupe souvent ensemble. Mais j'aime bien rajouter l'encre, étant donné que j'utilise plutôt l'encre, et que des fois les propriétés sont un peu différentes entre l'encre et l'aquarelle. Donc pour l'encre, on va avoir du martre encore, mais un peu moins utilisé quand même. Ensuite on va avoir le blaireau, le nylon et le taclon. Donc ça c'est pour les pinceaux. Ensuite les couteaux. Les couteaux. Nous avons donc la tranche, nous avons la pointe, le plat et nous avons le manche. Alors, il y a la version coudée et la version plate. Comme vous voyez, on peut avoir le couteau en version plastique. Mais vaut mieux privilégier celui-là parce que même s'il est plus cher, franchement, je l'ai depuis que je commence la peinture. Bon, je l'utilise pas des masses, mais comme c'est de l'acier inoxydable, à part le manche, si vous abîmez trop le manche, votre couteau il va durer très longtemps. Ensuite, c'est pareil, pour le nettoyer, il suffit juste de l'essuyer. Donc ça, on l'entretient comme ça, on essuie et c'est fini. C'est parfait. Du coup, s'il y a ce coude, si la lame elle est coudée comme ça, ça veut dire que le pinceau va être plus souple. Il va être plus pour le travail d'empattement. Alors que s'il est comme ça, s'il est droit comme ça, on dit du coup qu'il va être forcément plus rigide. Il va être plus pour le mélange des couleurs ou pour retirer les couleurs de la toile. Le plat, donc ça, il va être là plus pour étendre la couleur, pour lisser les textures ou faire des dégradés. La tranche, elle va plus être là pour faire des lignes, pour délimiter les volumes ou pour gratter. Parce que des fois on peut y aller par soustraction et gratter.
Et ensuite la pointe. Alors la pointe, elle va être plus ou moins ronde. Elle sert pour mélanger les couleurs, pour faire des petites touches pointilleuses ou pour sculpter. Pour rayer, etc. Contrairement au pinceau, la lame dans les magasins elle va surtout être désignée de manière générale, et ça fait plaisir, très standard, longueur fois sa largeur, et après il va y avoir le numéro de la référence de la marque, mais comme elle est désignée par sa longueur et sa largeur, il n'y a pas de surprise. Donc nous avons les différents paramètres d'utilisation. Alors les paramètres d'utilisation, on va donc mettre plus ou moins de pression. Alors si on met pas trop de pression, on va déposer de la matière, et si on met de la pression, on va mélanger avec la couche inférieure. On travaille dans le frais. Pour le travail du couteau, on travaille par le frais. On peut ajouter de la couleur un petit peu après. L'inclinaison. Plus on va incliner et plus le trait va être large. On va dire que le dos, plus ça va être vers le dos, on va faire vraiment des aplats de couleurs, alors que si on fait avec la tranche, enfin si on est plus sur la tranche, on va vraiment faire on va plus aller vers les lignes, plus ou moins larges forcément. Ensuite il y a la souplesse. Alors la souplesse, ça va être par rapport à la lame ou par rapport au geste. Plus on va être souple et plus il va y avoir d'effets. On va pouvoir faire plus d'effets différents, de dégradés, de machin et tout ça. Et plus on va être rigide, plus ça va marquer de l'énergie, de l'expression dans nos mouvements. Ensuite, il va y avoir la rapidité. Geste rapide, énergie, geste long, calme. C'est exactement ce que ça va traduire de votre tableau. Alors, ensuite, il va y avoir les dimensions. Vous voyez, il y a plein de dimensions et de formes qui existent. Enfin, il va y avoir plein de dimensions. Il y a de nombreuses tailles de lames. Il faut vraiment regarder par rapport à ses besoins. La longueur de la lame va forcément varier, va forcément faire varier la longueur du trait, la quantité de matière qui va être déposée, ce genre de choses. On va dire qu'on va prendre les petites lames plus pour les détails et les grandes lames plus pour les aplats, exactement comme pour les pinceaux. Ensuite les formes. Alors la basique, c'est celle-là. C'est un couteau moyen, plutôt triangulaire et très souple. Par contre, on va avoir la carrée, que je n'ai pas, qui est plus pour l'expressionnisme, etc. Et il y a vraiment plein de formes qui existent, et c'est en faisant varier ces formes-là, on va varier un petit peu les tracés, les formes, les dégradés, Après, je peux pas te dire si la forme, elle apporte vraiment beaucoup de choses, parce que j'ai toujours fait sur les triangulaires, j'ai pas beaucoup pratiqué les couteaux, donc du coup, je vous donne vraiment le côté plus théorique. Et ensuite, les principes. Les principes du couteau, comme je disais, ça va être plus d'aller sculpter la peinture, sculpter la matière. On peut avoir, donc, vous voyez, on peut avoir avec l'huile, enfin avec la peinture à l'huile, la peinture acrylique, le gel, le plâtre, le mortier, tout ce qui est dense, qu'on va pouvoir sculpter. On va faire des motifs, on va mélanger, on va gratter, on va faire des traits, on peut faire plein de choses avec les couteaux. Alors s'il y a trop de matière, ça va être lourd au regard et des fois c'est mieux quand même de retirer de la matière histoire d'alléger, de pouvoir faire respirer l'œil. Après ça peut être aussi recherché de mettre vraiment beaucoup de matière, mais ça va être plus dérangeant pour l'œil. Après voilà, ça peut être quelque chose de recherché ou pas. Ça après c'est à la création. Varier les coups, mettre des coups longs, des coups rapides, des coups lents, varier les dépôts de peinture va permettre de rajouter de la profondeur, de faire un effet un petit peu plus profond de la création. Ensuite, on utilise. Alors, je suis droitière. Pour les gauchers, on inverse. Donc pour les droitiers, de haut en bas et de gauche vers la droite. Le manche ne se tient pas comme ça, hein. Ça c'est juste pour montrer. Le manche, on va le tenir. On va plus le tenir comme ça, on va privilégier de mettre le pouce ici pour pouvoir justement manier, faire bouger la lame. Alors, ça peut être aussi l'index, mais il y en a qui privilégient ça, surtout pour la pose dans ce sens-là. Ensuite, on peut la faire comme ça, voilà. Pour retirer de la couleur, on remonte et on met vers le dos. On utilise le dos et on remonte, comme ça ça se dépose sur le plat du couteau. On va superposer les couleurs dans le frais et on va pouvoir revenir un petit peu mais avec très peu de couleurs quand
c'est sec. Alors une couche épaisse sur une couche fine, ça glisse. La couche épaisse ne va pas pouvoir tenir sur une couche fine, surtout quand on travaille dans le frais. Et donc du coup la couche fine, elle va juste faire comme un toboggan mouillé, en gros. C'est comme si vous allez sur un toboggan mouillé ou sur un toboggan sec. Si vous allez sur le toboggan sec, vous allez plus facilement rester en place. Si vous allez sur le toboggan mouillé, vous allez partir direct. Et bien la peinture, c'est exactement le même principe. Alors, si ça arrive sur très peu de quantité, ça va être très glissant et ça va partir. Alors que si ça va être sur pas encore de couche de peinture ou sur une couche de peinture qui va être épaisse également, elles vont pouvoir mieux se mélanger, mieux s'accrocher et elle va rester en place. Si on met une couche fine sur une couche épaisse, on va pouvoir faire un effet de dégradé. Mais il faut vraiment ajouter un petit peu de matière. Faut pas y aller comme en bourrin parce que sinon il va y avoir trop de matière et il va falloir retirer de la matière pour remettre de la matière et après on n'en finit plus. Comme pour la peinture à l'huile, comme pour l'acrylique, on va prendre un médium. Par contre, comme on travaille au couteau, les couches vont être épaisses, donc ça sera à privilégier un médium d'empattement pour que justement ils mettent un petit peu plus de souplesse dans la densité de peinture et que ça tienne bien en place, que ça ne craquelle pas. Alors, ensuite j'ai fait un comparatif par rapport au pinceau. Donc, il n'y a pas beaucoup de mauvais points qu'amène le couteau par rapport au pinceau. Alors, on va avoir utilisé plus de quantité de peinture. Ça, par contre, il faut vraiment plus le prendre en compte. Et il est plus difficile à maîtriser. Mais ça, c'est comme tout. Il suffit d'avoir de la patience, de s'exercer, de regarder bien des conseils de gens qui savent déjà le faire. Et ça s'apprend. Il faut juste avoir l'envie. Par contre, les apports par rapport au pinceau, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des peintures qui sont plus épaisses sans aucun problème. On va faire plus de texture, on va faire plus de relief. Et donc, des fois, ça amène vraiment quelque chose. Que le pinceau, ça va être plus difficile à faire. Donc le dépôt de matière du coup est plus facilité et on va être plus du coup dans de la technique sculptée. On va pas beaucoup sculpter avec un pinceau, à part si vraiment le pinceau est super rigide, mais il va pas apporter autant de peinture d'un coup et les couleurs vont plus se mélanger que sur un couteau où le couteau, on va mettre une couleur, on va l'essuyer et on va mettre une autre couleur. Le pinceau, vous pouvez l'essuyer, il restera de la peinture d'avant dessus, alors que le couteau, vous pouvez bien l'essuyer et vous amenez vraiment une autre couleur fraîche. Donc le couteau étant généralement en bois métal, le métal plutôt inoxydable, donc la longévité est plutôt extrême, ça va vraiment être plus le manche à faire attention que la lame. Ce qui est l'inverse des pinceaux, où les pinceaux vous allez plus faire attention au poil et un peu moins aux manches. Et donc le nettoyage est ultra simple par rapport aux pinceaux où il faut aller les brosser. Ça va être comme quelqu'un qui a des cheveux, quelqu'un qui n'en a pas. Pour pouvoir bien nettoyer le crâne, c'est toujours plus facile quand il n'y a pas de cheveux que quand il y en a. Voilà. On va utiliser des shampoings, on va utiliser des produits, alors que pour le crâne rasé, on va pas s'embêter autant. Un coup de savon et c'est fini. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne, donc les pinceaux et les couteaux pour la peinture. Après les supports de peinture, je trouve que c'était assez logique de faire les pinceaux. Bien entendu, comme d'habitude, je vous mets les fiches de révision en JPEG dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus, il n'y a absolument pas besoin de s'inscrire. Vous avez juste à cliquer dessus, ça vous ouvre la page, vous enregistrez. Si vous les voulez en PDF, vous avez juste à dire imprimer en PDF et vous les avez en PDF. Si vous les préférez en JPEG, vous les téléchargez simplement. Il n'y a pas à s'inscrire, il n'y a pas à payer, voilà. Je tenais juste à le préciser parce que j'ai oublié, je ne l'ai pas précisé avant et que je le préciserai peut-être pas après non plus. Donc j'y pense, je préférais vous le dire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, j'essaierai de les répondre en commentaire. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.